Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais quelque chose que très peu d'investisseurs, et même je pense des particuliers, n'osent faire. J'ai ouvert tous mes comptes, un par un, et j'ai fait le bilan de mon patrimoine. Mes comptes en bourse, les comptes crypto, les comptes bancaires, tout y est passé, j'ai passé tout au crible. Parce que savoir où j'en suis, c'est le plus important pour piloter correctement mon patrimoine. Parce que je suis convaincu qu'on peut améliorer seulement ce qu'on connaît et ce qu'on comprend. Donc j'ai fait cet exercice. Et je t'avoue que certaines positions m'ont surpris, d'autres m'ont fait plutôt mal. En tout cas, si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, tu sauras exactement la répartition complète de mon patrimoine, où j'ai choisi d'investir mon argent, avec la répartition sur différentes classes d'actifs, les choix, les conneries, les choses positives aussi que j'ai pu faire en 2025 sur mon patrimoine, et on parlera aussi d'immobilier, etc. Et puis enfin, mes objectifs financiers pour 2026. Et honnêtement, ça prend un petit peu de temps, mais qu'est-ce que c'est utile. Alors du coup, je t'invite toi aussi à faire cet exercice si jamais tu ne l'as pas encore fait, parce que ce que tu ne mesures pas, eh bien tu ne peux pas l'améliorer. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, si jamais tu as besoin d'un fichier de suivi, un tableau de bord pour pouvoir suivre ton portefeuille en bourse et en crypto, eh bien j'ai créé le template qu'il te faut. C'est un tableau de bord sur Google Sheet avec énormément d'informations. Tu peux traquer tes objectifs, ton suivi d'allocation d'actifs, voir l'ensemble de ton portefeuille en bourse et en crypto. Si tu es intéressé par tout ça, eh ben c'est le premier lien en description, et pour la nouvelle année, il est en promotion, donc profites-en. On commence tout de suite avec la vision globale du patrimoine. Je ne vais dévoiler le tout au fur et à mesure du temps, en partant du pourcentage, en tout cas de l'actif le moins représentatif de mon patrimoine, jusqu'au plus gros. Et on va commencer par celui qui a le poids le moins important dans mon patrimoine, et ce sont les crypto-monnaies. Et oui, avec 4,2% de mon patrimoine, les cryptos représentent exactement ce qu'elles doivent correspondre dans un patrimoine équilibré. Je ne veux pas que les crypto-monnaies aient une place trop importante dans ma répartition d'actifs, etc. 4,2%, c'est un niveau auquel je suis tout à fait OK. C'est-à-dire que je peux choper des asymétries positives, et dans ce cas-là, ça peut avoir un impact plutôt conséquent vis-à-vis bien évidemment du poids des cryptos dans mon patrimoine, mais en même temps, si ça se casse la gueule de 70, 80 ou même 100%, eh ben c'est OK. Et donc, 4,2%, je suis OK, puisque moi, ma stratégie, c'est que les cryptos ne dépassent pas 6% de mon patrimoine global, en tout cas en termes de poids, d'impact. Et majoritairement, j'ai du Bitcoin à 90%, un petit peu d'Ethereum, je ne sais jamais comment on le dit. Et puis après, j'ai des clopinettes d'autres choses, parce que se sont cassés la gueule. Ça va être Internet Computer, du Solana, du Cardano, etc. Des choses qui se sont explosé la gueule et dont j'ai encore quelques petites miettes. Donc voilà, majoritairement ma composition en crypto, la stratégie elle est simple, c'est aller sur les deux gros et ne pas m'emmerder plus que ça. Ça m'intéresse pas trop, donc je ne veux pas me priver de ce potentiel actif qui peut avoir un impact multiplicateur. Ensuite, où est-ce qu'on va? Eh bien on va aller sur la case violette. Et la case violette, eh bien c'est l'immobilier qui représente 8,1% de mon patrimoine. Et là c'est très très simple. Comment je calcule ça? Parce que je vous montre, eh bien, uniquement mon patrimoine net, enlevé des emprunts, des dettes que j'ai à la banque. Ce que j'ai fait en 2025, c'était une année un peu spéciale pour moi au niveau immobilier, puisque première chose, c'est que j'ai décidé de vendre mon premier appartement. Cet appartement, je l'ai acheté en 2018, c'était le premier, je l'ai rénové, je l'ai retapé. C'est là où en fait j'ai appris les bases de l'immobilier locatif. Ça a très très bien fonctionné. C'était un investissement qui était OK. Je l'ai acheté un peu cher au début, mais ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Donc c'est bien. Et in fine, je n'ai pas perdu d'argent avec cet appartement. J'en ai même gagné un petit peu. Pas énormément, mais une plus-value qui reste somme toute honnête, on va dire. Pour un appartement qui avait été acheté peut-être un petit peu trop cher. Et surtout des travaux qui m'avait aussi coûté un peu plus cher que prévu. J'avais des loyers qui étaient intéressants, mais j'ai un scénario plutôt pessimiste sur l'immobilier physique en France, locatif ou en tout cas résidentiel. Je trouve que les normes, surtout environnementales, etc., avec le DPE, sont une hérésie complète. C'est hyper important d'avoir des logements énergétiquement OK, d'avoir des bonnes menuiseries, de pas avoir des moulins à vent où l'air ou le froid rentre, etc. Mais par contre, les règles complètement débiles, ça
c'est non. L'augmentation des taxes, des réglementations, le changement du statut du loueur meublé non professionnel, où on a une fiscalité qui change du jour au lendemain. On a le non-remboursement maintenant des frais de comptabilité quand on souscrit un OGA. Enfin, il y a plein de choses qui bougent et ça bouge dans le mauvais sens. Et donc, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Je me dis, si c'est in fine, j'ai un radiateur qui lâche, j'ai un ballon d'eau chaude qui lâche, j'ai un locataire qui me fait une crasse, etc. In fine, le gain potentiel de toute l'année va être réduit à néant, parce que le cash flow est vraiment très, très faible pour une chose. Des travaux minimes de 500 balles, ça peut impacter toute la rentabilité d'une année. Et surtout, quand on mesure le fait que l'immobilier physique, quand on le gère soi-même, toujours des conneries qui arrivent. Encore hier, on était le 6 janvier, je suis allé monter sur le toit pour nettoyer le chéneau d'un des appartements qui me restent en location. Ce n'est pas passif. Quiconque vous dit que c'est passif est un menteur ou une menteuse. On va être extrêmement clair, on va mettre les termes. Non, faut arrêter les conneries, faut arrêter les conneries. Donc, je me suis débarrassé de ce premier appartement, j'ai fait une petite plus-value, c'est très très bien, j'en ai encore 3. Et en 2025, j'ai également délégué la gestion locative d'un de mes appartements, le seul qui me reste au Havre. Je l'ai délégué à une agence qui m'ont trouvé des locataires, les locataires payent. J'attends de vendre cet appartement, je pense que je vais attendre puisque cet appartement, c'était une bonne affaire sur le papier. Sauf que avec 2 ravalements de façade, avec un dégât des eaux, avec plusieurs petites conneries, et bien en fait ça devient un investissement qui n'est pas forcément très rentable. Donc j'ai un ravalement de façade à payer, on a encore 7000 balles, je crois, par propriétaire, mais à côté de ça, ça me pèse bien évidemment financièrement. Et donc je vais garder cet appartement encore un petit peu de temps, notamment que en 2027, peut-être en 2028 parce que ça prend toujours plus de temps, il va y avoir un arrêt de tram. Le tram s'arrêtera à littéralement 30-40 mètres de l'appartement. Donc je mise aussi là-dessus. On a un quartier qui est en plein dynamisme. Ils sont en train de construire des résidences. Il y a des nouveaux commerces qui sont en train de s'installer et d'être créés. Et donc j'attends et je mise là-dessus pour potentiellement le vendre dans 3 à 5 ans, je pense. Et je garderai les 2 derniers que je possède et qui me rapportent plus de cash flow, qui me génèrent moins d'emmerdes et dont je possède l'intégralité du bâtiment. Ce qui fait que je suis libre de échelonner mes travaux comme je veux. Et donc, ça me coûte énormément moins cher que les frais de copropriété que je peux me taper sur un T3 à 800 balles par an. Et 800 balles par an, c'est l'équivalent de un loyer, 2. Donc voilà, l'immobilier physique, 8,1% de mon patrimoine. En 2026, je n'ai aucun projet d'achat d'immobilier locatif, surtout pas en France. Pour le moment, je dis pas jamais, ce qui m'intéresserait plutôt, ça serait de m'acheter une petite base à moi, un petit truc très très simple, une petite tiny house, ou je sais pas quoi, histoire d'avoir une base quelque part, je ne sais pas où. Donc ça pour l'instant, je m'en soucie même pas. Si ça vient à moi au fur et à mesure de cette année, si l'univers m'envoie ce message-là, eh bien je le ferai. Sinon, eh bien je ne le ferai pas. Et c'est ok. Et in fine, dernier mot sur la gestion locative, quand on délègue à des agences, c'est quand même... ils ne servent qu'à envoyer des gens pour faire des devis qui sont, voilà, un devis pour changer un petit bouton de chiotte, 300 €, voilà. Moi, je vais à Leroy Merlin, ça me coûte 30 balles. La main-d'œuvre, ça me coûte 1 heure, grosso merdo. Et basta. 300 balles, c'est le prix de 2 chiottes. 9. Donc il y a ça aussi, c'est le délire. Bon voilà, en ce qui concerne l'immobilier, tu vois, je suis un petit peu rageur. À trop donner, j'ai perdu l'envie. Voilà, comme le disait Johnny. Bisous Johnny. On t'aime. Et d'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse que je fasse des vidéos sur l'immobilier ou s'il y a des sujets qui t'intéressent là-dessus parce que je suis qualifié. Je suis complètement qualifié. Donc tu me le dis. En tout cas, moi, c'est un sujet aussi qui m'intéresse. Majoritairement, maintenant, je préfère l'immobilier dans les foncières américaines, les REITs. C'est bien plus simple, même si la performance ces dernières années laisse à désirer. Ok, maintenant, on passe à l'épargne de précaution, qui représente 9,1% de mon patrimoine. L'épargne de précaution, c'est extrêmement important de l'avoir, de le construire et d'être aligné avec ça. On a la théorie, regardez combien tu dépenses chaque mois ou quels sont tes revenus et puis tu multiplies ça par 3 à 6 mois en fonction de ta situation. Si tu es en CDD ou dans une situation jugée instable ou en tout cas plus précaire, eh bien tu mets un petit peu plus. On dit souvent 6 mois ou un petit peu plus. Si tu es dans un CDI, c'est l'équivalent de 3 mois. Moi, c'est 1 an. Je mets 1 an. Et j'en ai rien à faire. Vous pouvez être content ou pas content dans les commentaires. J'ai ma sérénité. Je dors bien la nuit. Donc ça,
on me l'enlèvera pas. Et je le mets sur quoi? Je le mets sur le livret A. C'est très simple, je le mets dessus. Je n'ai pas pour but de gagner de l'argent et de m'enrichir avec mon épargne de précaution. Mais je voudrais tout de même que cette épargne non utilisée soit rémunérée. Et donc je veux avoir une rémunération qui soit au moins égale à l'inflation pour ne pas perdre d'argent. Donc c'est mon challenge 2026, je vais regarder, on en verra ça d'ailleurs sur mes objectifs 2026, j'ai quelques petites pistes. Bon, il reste 2 éléments dans notre camembert de patrimoine, et qu'est-ce qui se cache sous cette part verte? Eh bien, c'est tout simplement les liquidités à 11,5%. Et là, croyez-moi que 2026, je vais mettre tout mon focus là-dessus. 11,5% de mon patrimoine en cash, liquidité, on l'appelle comme on veut. Alors soit sur mon compte courant ou mes comptes courants, parce que j'en ai plusieurs, Fortuneo, Boursorama, Bread, Banque Populaire, Revolut, Sumeria, etc. Et également sur la partie compte espèces de mes comptes d'investissement. Souvent cette partie-là, elle dégage au fur et à mesure du temps, puisque je laisse cet argent avant qu'il soit investi. Mais parfois, il s'avère qu'il reste un peu plus de temps que prévu. Donc cette poche de liquidité, je voudrais la baisser. Elle est trop élevée. Et j'en suis pleinement conscient. Et ça, c'est de l'argent qui dort et qui perd de sa valeur. L'inflation grignote cet argent-là. Donc, ne vous inquiétez pas, dans les objectifs 2026 qu'on va voir, ça va sauter. Et enfin, la part la plus grosse de mon patrimoine, eh bien, c'est tout simplement mes investissements. Les investissements en bourse, à hauteur de 67,1%. Si on fait un zoom sur la partie investissement, eh bien, en commençant par la part la plus fine qui n'est même pas représentée ici en bleu clair turquoise, je ne sais pas quoi, eh bien ce sont les parts sociétaires de la Bread. Parce que tout simplement, quand j'ai souscrit à des prêts immobiliers, ils m'ont obligé de souscrire à des parts sociétaires, et donc je l'ai fait à hauteur de 1000 et quelques euros. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais tout de même. Ensuite, on a l'assurance vie qui représente 2,4% de mon patrimoine, en tout cas investi dans les investissements en bourse, etc. Ensuite, quand on regarde, eh bien, j'ai différentes choses. J'ai 2 PEE, plan épargne entreprise. Celui qui est à 6,1%, c'est mon plan épargne entreprise CGI. C'est la première entreprise que j'ai rejoint quand j'ai fait mon stage de fin d'études. Ils m'ont proposé un CDI. J'ai volontairement accepté de mon plein gré. Et donc si on fait le focus sur le PE CGI, eh bien j'ai 0,8% sur du CGI dynamique, à 9,2% j'ai du Amundi 3 mois ESR, et puis à 90% ce sont des parts dans les actions CGI. Ce que l'entreprise nous proposait, c'était tout simplement de prendre 100 euros de notre bulletin de salaire chaque mois et d'abonder de 100 euros. Et le tout était placé dans les parts CGI. J'ai volontairement fait ça. Et donc si on regarde ce que ça a donné cette action CGI, l'historique depuis la création, depuis Inception, la courbe est magnifique, sauf en 2025, puisque c'est une entreprise du secteur conseil, technologie, etc. Et donc, avec l'intelligence artificielle, j'imagine que les investisseurs sont un petit peu plus frileux et que l'entreprise se retrouve un peu sous pression. D'où le fait que cette année, eh bien, le cours de CGI a perdu 18 et quelques pourcents. Au moment où j'ai rejoint, donc en 2018, on est quand même sur une augmentation de 71% du cours. Donc c'est plutôt pas mal, c'était un investissement plutôt intéressant. Maintenant, on passe au compte titre qui représente 16,3% de ma partie investissement. Et donc mon compte titre, il est ouvert chez DeGiro. Je suis extrêmement satisfait de DeGiro d'ailleurs, si tu me demandes. Et voilà le focus, voilà la répartition de ce compte titre. J'ai des espèces, donc du cash disponible à investir. Ensuite, j'ai des entreprises individuelles. On a Snap-on, on a Intel, on a Clépierre, on a Argan, on a Digital Realty Trust, on a Realty Income et on a aussi Vistra Corporation. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là majoritairement? C'est investi dans des foncières. Des foncières américaines, françaises, puisque via le PEA, on ne peut pas investir dedans. Mais majoritairement, eh bien, mon compte titre sur DeGiro, il est investi sur 2 ETC, 2 Exchange Traded Commodities, sur l'argent métal et sur l'or. L'argent métal à hauteur de 12,4%, quoique c'est encore augmenté parce que l'argent est en train d'exploser, et pour l'or à hauteur de 26,6%. Ensuite, la surprise d'ailleurs dont je t'ai pas parlé sur ce graphique, c'est de voir qu'en fait mon PEA pèse moins lourd que mon plan épargne action Allianz. Ça, j'étais étonné. Et donc maintenant, je vais te faire un focus sur mon PEA qui représente 35,4% de ma partie investissement. Mon PEA, tu le sais, je l'ai sur Boursorama. Je suis plutôt satisfait de Boursorama, même si les frais sont un peu élevés, mais ça va quand même, je trouve.
D'ailleurs, si tu es intéressé pour ouvrir un compte sur Boursobank, eh bien, ça se passe également dans la description de cette vidéo. Si on regarde la répartition la plus faible et la répartition la plus forte, eh bien, on a AXA qui est même pas identifié ici en jaune. On a AXA, on a Total Energies, on a Compagnie de ça c'est Saint-Gobain à hauteur de 2,7%. Et puis ensuite, on a des ETF. Quand on regarde les ETF, on est sur du Russell 2000, donc les 2000 petites capitalisations américaines. Donc ici qui représente 2,7%. Ensuite, on a du Amundi PEA Emerging Markets, marché émergent. Donc on est sur Chine, Inde, Taïwan, Corée du Sud, etc. à hauteur de 6,1%. Ensuite, on est sur du Amundi Core Euro Stock 50, donc les 50 grosses capitalisations européenne à 6,3%. Donc là, on est sur une répartition géographique majoritairement France et Allemagne. Puis après, on a de la Hollande, l'Espagne, Portugal, etc. Ensuite, on a du S&P 500 avec le BNP Paribas Easy S&P 500 à hauteur de 19,1%. Et puis enfin, on a le Amundi MSCI World à 27,3%. Et l'ETF qui pèse le plus lourd sur mon PEA, c'est le Amundi PEA Nasdaq 100, donc sur les 100 valeurs technologiques américaines à hauteur de 29,7%. Comme je te l'ai dit et comme vous me le dites tout le temps dans les commentaires, mais je ne sais pas si vous écoutez la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Parce que je sais qu'il y a trop d'ETF, je sais qu'il y a des doublons et je vous dis que ça va changer. Ça va changer pour ce premier trimestre de l'année 2026. Donc ne vous inquiétez pas, je suis conscient que la répartition de ce portefeuille, en tout cas le portefeuille axé passif sur les ETF principalement, je suis conscient, il y a du changement. Voilà. Mais je sais qu'à chaque fois vous me le dites. Mais je suis conscient, je le sais. Et c'est justement ce à quoi je m'attelle pour ce début d'année. Je sens qu'il y a beaucoup de sensibilité, que c'est un contenu un peu sensible, la répartition de patrimoine. Chacun fait à sa sauce, mais chacun pense que sa sauce est meilleure que son voisin. Et ça peut être vrai, mais ça peut être faux aussi. Chacun fait ce qu'il veut avec ses finances personnelles. Et donc enfin, faisons le zoom sur ce qui représente 39% de ma partie investissement, qui est mon PEE, plan épargne entreprise chez Allianz. Parce que une fois que je me suis barré de CGI, en fait, j'étais déjà chez Allianz. Parce que Allianz était mon client. Et honnêtement, j'adorais, puisque je ne suis plus salarié de chez eux. Mais c'est une très très belle boîte pour laquelle travailler. Voilà, je ne suis pas du tout payé pour dire ça, mais il faut reconnaître. Il y a des gens qui sont en souffrance dans leur travail. Je trouve, moi personnellement, en tout cas, mon expérience personnelle, professionnelle sur Allianz, c'est une belle entreprise. Avoir des produits d'assurance chez eux, je n'en dirai pas plus, mais vous voyez ma tête. Voilà la répartition de mon PEE Allianz. J'ai 3,2% sur Allianz Épargne Durable, j'ai 8,2% sur Allianz Épargne Diversifiée. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça correspond juste après. Et j'ai 44% en Allianz Épargne Action. Et puis le reste, les 44,4% autres, ce sont directement des actions Allianz, une entreprise, on le rappelle, allemande. Et je dois te dire que le fait que j'ai 44,4% sur des actions Allianz, eh bien, ça me satisfait énormément, puisque l'action Allianz se porte extrêmement bien depuis 5 ans. Sur 5 ans, on a une augmentation de 94% de son cours, et sur l'année 2025, on était à 31 et quelques pourcents. On est plutôt très 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 content d'ailleurs d'être salarié Allianz, puisqu'on a bénéficié de tarifs préférentiels. Et donc, si on fait maintenant le focus sur le reste, donc tout ce qui n'est pas action directement individuelle Allianz, eh bien voilà la répartition. Donc on se rappelle que c'est majoritairement sur le Allianz Épargne Action Solidaire que j'ai investi. Et donc ce qu'il y a derrière, eh bien c'est le MSCI EMU Index, et ça correspond à European Economic and Monetary Union, donc c'est l'Union monétaire et économique européenne. Et donc tu peux voir un petit peu la répartition en termes de pays, en tout cas on est majoritairement dans la France, un petit peu dans l'Allemagne, etc. Et puis surprise là-dessus, c'est que j'ai également le Allianz Épargne Durable, alors qui correspond à 3,2%, mais qui en fait traque le même indice. J'étais étonné d'avoir fait ça. On a une pondération qui est un peu différente, mais on est sur le même indice de référence qui est traqué. Et puis enfin, à hauteur de 8,2%, eh bien, je l'ai investi sur du Allianz Épargne Diversifiée. En termes d'allocation d'actifs, on est sur des taux à 44%, on est sur des actions à 43%, et puis le reste, c'est des autres à hauteur de 12%, et on a très très peu de liquidité. Et donc je peux te dire que avoir choisi cette entreprise, eh bien, c'était véritablement
une très bonne opportunité pour moi. Dans les potentiels abondements qu'il faisait si jamais on plaçait notre participation, notre intéressement, notre bonus, etc. dessus, parfois on choisit une entreprise par le salaire. Mais parfois, ça peut valoir le coup d'avoir un salaire un petit peu inférieur, mais d'avoir des intéressements, des participations, des plans de rachat d'actions à tarif préférentiel, des CE extrêmement intéressants quand on est salarié. Donc il faut regarder toujours l'enveloppe globale et pas uniquement la partie salaire. En tout cas, c'est la conclusion que j'en tire. Parce qu'on voit quand même que mon PE Allianz et CGI, si on fait la somme des deux, ça représente la majorité de mon patrimoine financier. Bien évidemment, ça peut être à double tranchant, parce que si le cours de ton entreprise stagne ou s'effondre, eh bien cet investissement, cet argent, c'est ciao, bonsoir. Ensuite, un élément important, c'est que j'ai quand même beaucoup de cet argent qui est bloqué. Bloqué 5 ans minima, sauf conditions pour les PE. Et puis pour le PEA, c'est pareil, on a la clause des 5 ans où, eh bien, à partir de 5 ans, on commence à bénéficier des avantages fiscaux. Et donc si on fait le récapitulatif total, on peut voir que la majorité de mon patrimoine est investi en bourse, dans des actions, dans des fonds, dans des OPCVM, dans des ETF, etc. J'ai une part également importante de liquidité, ce qui va changer en 2026. On a une épargne de précaution qui a son poids exactement comme je veux, pour le moment, en tout cas pour 2025, et pareil en crypto et en immobilier. Maintenant, on va passer à mes objectifs financiers, de patrimoine, d'investissement, etc. pour 2026. Le premier, il va être d'augmenter la part de mon patrimoine net total. Je voudrais atteindre le palier des 300 000 euros de patrimoine net au 31 décembre 2026. Ça va passer par la création de ma structure, de ma société pour pouvoir augmenter mes revenus. Ça va passer également par le fait de faire attention à mes dépenses, surtout à mes abonnements, ça il faut que je fasse gaffe. Ça va également passer par le fait d'investir mensuellement plus d'argent pour espérer avoir des retours financiers en bourse supérieurs. Donc je voudrais investir au moins 1250 euros cette année par mois. Et cette augmentation à 300 000 euros de patrimoine net correspond à une augmentation de plus de 21% comparativement à là où on est aujourd'hui. Donc c'est quand même beaucoup. En ce qui concerne l'allocation et la gestion globale de mon patrimoine, je voudrais réduire ma poche de liquidité de 11-13% à 5 à 7%. Et donc je voudrais redéployer ça sur mon PEA, sur mon compte titre et puis sur des cryptos. Je voudrais augmenter mon épargne de précaution de 22 500 euros à 30 000 euros avant le 30 septembre 2026, ce qui correspondrait à 14 à 20 mois de dépenses. Un gros sujet d'ailleurs de ce point de vue-là, ça sera de trouver des moyens d'avoir une rémunération qui est supérieure à l'inflation, ou en tout cas égale, de ce fonds d'urgence. De pouvoir trouver et sélectionner un support sécurisé qui rémunère mon épargne de précaution en dehors de mon livret A. J'ai quelques pistes, fonds dans des devises, bons du trésor, américains, entreprises, obligations d'État, comptes rémunérés, etc. C'est des choses que je vais creuser. Ensuite, je veux simplifier la gestion de mes comptes. J'ai plein de comptes bancaires, je veux simplifier ça. En ce qui concerne mon immobilier et la gestion de mon statut de loueur meublé non professionnel, je veux me séparer de mon comptable qui honnêtement me coûte extrêmement cher, qui n'a même pas répondu en fait à mes questions. Ils en ont rien à foutre. Et pourtant, c'est 1500 euros à l'année. Il n'y a pas forcément beaucoup de flux. En ce qui concerne mon objectif sur le PEA, je voudrais monter mon PEA à 100 000 balles. C'est audacieux, mais le fait de clôturer mon PE CGI, de clôturer certains comptes et de rebalancer l'argent dessus, c'est tout à fait possible en l'approvisionnant en fait via les dépôts. Donc en ce qui concerne les performances de la bourse pour l'année 2026, on n'en sait rien, mais en tout cas moi mes dépôts je peux les contrôler et ça passe par un DCA important, 1250 euros par mois ou voire même 1500 euros, la réaffectation de mon PE CGI qui est maintenant quasiment libre et dont je peux reprendre cet argent pour le remettre dessus, l'arbitrage avec l'assurance vie et les parts sociales Bret que je peux refoutre dessus, les liquidités aussi, les 11,5% de patrimoine de liquidité que j'ai disponible, je peux les balancer là-dessus, et puis approvisionner en fonction de mon salaire que je pourrais me verser de ma nouvelle activité, mais ça malheureusement je ne peux pas faire de prédiction dessus, c'est assez aléatoire. Et puis enfin, le gros du sujet, vous le savez déjà, c'est de définir une stratégie claire, nette, précise, écrite, formalisée, ce que je veux faire comme investissement de long terme. Détailler tout ça et le faire avant la fin du mois. Donc, il faut que je m'y attelle maintenant. Donc voilà, toi, je t'ai partagé l'ensemble de mon patrimoine à la fin 2025. Je t'ai partagé mes choix, mes objectifs aussi pour 2026. Et maintenant, je voudrais que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu retiens de 2025 du point de vue de ton
patrimoine, de tes investissements? Quels sont les objectifs que tu as pour cette année 2026? Est-ce que tu fais de ton côté ce bilan chaque année, chaque trimestre? Dis-moi tout ça en commentaire. En tout cas, je te souhaite un très bon début d'année 2026 et nous on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.